Salut à tous, salut à toutes. Voilà, je suis enfin de retour et comme vous voyez, tout le décor change. Bah oui, voilà, donc en déplacement, en déménagement, hein, je viens de me réinstaller. Comme vous voyez, nous avons ici un décor bien plus campagnard si vous regardez l'extérieur et bien plus joyeux et vintage dans le style que j'aime, avec ce magnifique piano à queue que vous avez derrière moi et ce magnifique bois verni, hein. Voilà, alors, écoutez, je suis très content de vous retrouver. Alors, je fais ce tuto, donc, je vais vous faire un tuto un peu particulier et un peu plus étoffé, à savoir, suite à avoir écouté vos différentes demandes, j'ai reçu dans ma boîte mail, ainsi que j'ai pu lire sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur tous les groupes en ce qui concerne DaVinci Resolve, en ce qui concerne Premiere Pro, etc., au sujet notamment des performances et de l'optimisation. Parce que j'ai reçu dans ma boîte mail, j'en ai pas mal qui se plaignent du fait de la lenteur de leur Resolve. Je vous fais donc ici un tuto en concentré pour vous expliquer un peu tout ce qui peut arriver et toutes les options que vous pouvez employer, enfin toutes les options, donc les options principales que vous pouvez employer afin d'optimiser la vitesse de votre Resolve. Alors, la première chose que on peut signaler, tout d'abord, c'est, vous l'avez vu, oui, c'est inutile de le nier, DaVinci Resolve est mieux optimisé sous macOS que sous Windows. Alors ça n'est absolument pas dû au système même, c'est simplement dû à la plateforme principale de développement et au temps de développement. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. DaVinci Resolve avait été développé en priorité sous Mac. Il n'a été porté sous Windows qu'à partir de la version 9. Ce qui fait que nous avons donc une version Windows seulement depuis 4 versions en développement sous Windows, alors que nous avons donc depuis 13 versions la version Mac en développement. Vous devinez facilement, le Mac étant la station de développement principale, c'est normal qu'il soit mieux optimisé sur cette plateforme. Toutefois, à nuancer, sachant que sous Mac, donc actuellement, vous n'avez pas. Je vous rappelle que DaVinci Resolve est optimisé pour les GPU Nvidia, à savoir en utilisant le moteur CUDA, hein, qui est toujours disponible sous Windows, alors que ça fait quand même depuis un certain temps maintenant qu'Apple bride ses Mac uniquement aux AMD. Ça va changer, hein. Vous l'avez vu que Apple prépare un nouveau Mac Pro et Nvidia a développé de nouveaux drivers pour macOS. Il est très probable qu'on ait la possibilité de rentrer des grosses cartes graphiques Nvidia, hein, des Titan XP, etc., sur le prochain Mac Pro, qui devrait arriver, à mon avis, il sera présenté d'ici la WWDC 2018. Voilà, donc ça c'est un point. En attendant, je vous rappelle que si vous désirez profiter de l'expérience macOS, qui est aussi avantageuse au niveau des sorties, à savoir que vous disposez du ProRes et des sorties QuickTime, mais que vous n'avez pas l'argent, parce qu'il faut quand même une somme colossale pour investir dans un ordinateur Apple, vous avez toujours la possibilité Hackintosh. Je vous renvoie pour ça vers Mac Forever et d'autres sites de référence qui vous font des tutoriels. Il y a plein de tutoriels de retour sur les Hackintosh. Je peux vous garantir que si vous le configurez convenablement, ça peut devenir une très très bonne solution. Je connais quelques-uns de mes collègues professionnels qui tournent sous Hackintosh. En France, il y a notamment le formateur Jean Coutsi, étalonneur sous Resolve depuis des années, qui tourne à présent sous Hackintosh, et cela sous haute performance. Donc n'hésitez pas à faire un tour là-dessus, ça peut être très intéressant, même si ça nécessite un peu de travail supplémentaire. Voilà, ça c'était le premier point à noter. Alors, puisque je parle du Hackintosh, je vais parler un peu du hardware, parce que bien entendu, si vous avez un Resolve qui peut être non fluide ou qui a un peu de mal à suivre, c'est peut-être pas nécessairement le logiciel en lui, mais simplement vos rushs qui ont du mal à être décodés, c'est le point le plus important. Alors, tout d'abord, il faut dire un mot sur le hardware. Donc, je vous rappelle, je vais voir ici dans les préférences, surtout au niveau des media storage, à savoir au niveau des disque dur, autant externe qu'interne. Je vous le dis tout de suite, l'accès au rush vraiment ne se fait. La rapidité d'accès au rush ne peut se faire que si vous avez vraiment des SSD rapides. Si vous désirez avoir vraiment un Resolve rapide, privilégiez des SSD qui sont costauds, hein, qui ont une vitesse d'écriture assez costaude. Attention aussi parce que si vous faites vos montages, il est très probable que vos étalonnages, il est très probable que vous utilisiez à ce moment-là des communications. Pensez alors à ce moment-là à acheter des SSD externes. Pensez également ici, donc vous avez les media storage, à définir un
un disque dur de travail principal sans utiliser nécessairement celui où se trouvent les rushs. Parce que ça peut jouer aussi que s'il doit accéder aux rushs tout en réutilisant le même disque pour réécrire des informations comme des rendus, etc., ben, ça peut le ralentir parce qu'il doit faire plusieurs tâches sur un même endroit, vous comprenez? Donc souvenez-vous, un ordinateur non seulement est stupide, mais non seulement, n'oubliez pas non plus qu'un ordinateur n'est pas capable de faire deux tâches à la fois. Donc pensez vraiment à séparer vos disques, à bien prendre des SSD externes. Il existe maintenant des SSD externes assez rapides que vous pouvez employer et qui sont pas trop chers, en tout cas qui ont encore un prix relativement abordable, et surtout pensez aussi à le prendre en Thunderbolt ou en USB 3 pour avoir un débit suffisamment costaud, hein, peut-être même USB-C, faut pas hésiter, depuis l'arrivée des nouveaux MacBook Pro ça existe, hein. Donc franchement renseignez-vous là-dessus, ça c'est important. Le deuxième point, vous le savez, le GPU, je vous ai parlé justement de l'optimisation CUDA, donc sous Resolve. Pensez également que vous ne pouvez pas utiliser plusieurs GPU, même si c'est très avantageux, sans la version Studio. La version Studio, depuis la version Resolve 14, elle coûte 300 euros. Croyez-moi, pour ce qu'offre le logiciel, c'est rien du tout, hein. 300 euros, c'est vraiment très abordable, c'est pas cher pour ce que c'est. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aller au moins jusqu'à 4 GPU. Et croyez-moi, plus vous allez ajouter de GPU, plus vous allez voir de performance arrivée. Ça vaut la peine de faire ce que j'ai fait avec ma station principale, que je n'utilise pas ici, vous le savez, pour raison de facilité d'enregistrement. Donc à savoir de penser une tour avec un montage SLI, c'est-à-dire avec une possibilité, pensez déjà la carte mère à pouvoir utiliser plusieurs GPU, même si vous ne le faites pas tout de suite par raison budgétaire. Ça va? Pensez à cela. Ça c'est un premier point concernant le hardware, donc vos SSD et vos GPU. Ensuite, donc maintenant on va aborder un peu plus les options qui vous permettent d'optimiser vraiment votre framerate. Ici, bah, comme vous voyez, voilà, là j'ai un peu de mal. Il va se remettre en route tout de suite, vous allez voir. Voilà, il va mettre un petit peu de temps. Alors vous avez ici, regardez au-dessus, j'attire votre attention ici au-dessus, où vous avez un point vert, un point rouge, donc qui vous indique quand est-ce qu'il peut lire les rushs en temps réel et quand est-ce qu'il a du mal. Vous voyez qu'ici il a un peu de mal, forcément je fais plein de choses à la fois, là j'enregistre en même temps que je fais du playback. Alors, donc, comment arriver déjà à avoir toutes ces images fluides dans ce moniteur? Il y a une première option que vous pouvez aller décocher ici, qui est Show All Video Frames. À savoir, si cette option est cochée, comme c'est le cas ici, il va afficher toutes les images, quel que soit, peu importe, quel que ce soit, peu importe le son et si c'est pas en temps réel. Donc vous voyez ici que mon framerate ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'il privilégie en fait le fait de lire toutes les images et le son ne va pas nécessairement suivre. Ici j'ai pas de son donc évidemment vous ne l'entendez pas. Alors que si je coche ici, l'accent va être mis sur le respect du son et de la synchronisation entre l'image et le son. Donc là vous allez voir tout de suite qu'il va arriver à 25. Voilà, comme vous voyez. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut déjà vous aider pour votre lecture temps réel fluide. Alors un deuxième point sur lequel je voulais revenir, et je vous en ai déjà parlé, souvenez-vous, je vous mets le lien en description de ma vidéo au sujet justement de l'import audio dont je vous ai montré. N'oubliez pas que, si on va retourner dans les Master Project Settings, que même si vous n'utilisez pas de moniteur de contrôle, n'oubliez pas que le monitoring va jouer. Pourquoi? Parce que en temps réel, même s'il n'y a pas de moniteur connecté, DaVinci Resolve va calculer et remonitorer en temps réel. Alors, quelle façon d'optimiser donc vos performances Resolve? Pensez déjà à bien adapter. Ici, je ne suis pas en PSF Progressive Segmented Frame. Je vous expliquerai ce que ça signifie, parce que c'est vrai que ça doit un petit peu être compliqué pour vous la différence entre 1080i, 1080p, 1080 PSF. J'expliquerai tout ça dans mes podcasts. Dans mes corps vastes. Alors donc pensez déjà, moi ici je suis en 1080p 25, donc pensez déjà à bien passer dans la résolution de votre timeline pour être sûr d'avoir une optimisation convenable, hein. Ici on est bien en 1080p HD 25, vous pouvez aussi ici décocher Enable Field Processing si vous utilisez des rushs entrelacés, ce qui va optimiser vos rendus, et surtout ici, dans votre vidéo monitoring pour optimiser, passer en 8 bits. Vous en faites pas si vos rushs ne sont pas 8 bits, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave parce que même s'ils sont 10 bits, là ça veut dire que le recalcul de Resolve va être en 8 bits, donc ça va prendre moins de place, moins de données que si vous le faites en 10 bits. Donc vous pouvez rester en 8 bits, ça va déjà vous aider. Alors ensuite, au niveau même je vais dire,
des performances en général. On m'a souvent demandé, vous m'avez souvent demandé par mail, comment est-ce qu'on peut faire pour créer des médias proxy dans Resolve. Il y a une fonction ici directement dans le media pool lorsque vous sélectionnez un rush qui vous permet de, regardez ici, Generate Optimized Media. Alors certains d'entre vous m'ont dit par mail, oui mais moi quand je fais Generate Optimized Media, eh ben, ça me fait des rushs qui sont encore moins lisibles qu'avant, c'est normal. Ça c'est une option qu'ils vont configurer, je vais vous expliquer. Donc alors Generate Optimized Media vous permet donc de transcoder tous vos rushs sélectionnés dans des codecs qui sont de base sélectionnés par Resolve, donc qui sont plus faciles pour lui à décoder. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous pouvez avoir une blague? Il faut évidemment aller dans les options et aller dans les General Options, ici. Je vais parler du render cache après, regardez ici. Optimized Media. Voilà, c'est ici que vous allez sélectionner en quel codec, en quelle résolution va travailler Resolve, va réencoder vos Optimized Media. Ceux qui vont aller sur l'option vont voir que par défaut, vous avez cette option qui est positionnée. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui se passe? Si vous faites, imaginez, vous partez par exemple de Rush H264. Alors voilà, Resolve a du mal à lire le fichier qui est en H264. Alors vous faites Generate Optimized Media. Le problème c'est qu'il vous l'encode en Uncompressed 10 bits, c'est-à-dire en non compressé 10 bits. Alors le non compressé, déjà je vous le dis, c'est pas possible de lire du non compressé sur un SSD classique. Il faut au minimum des disques durs SCSI sur un serveur en réseau, en stockage en cluster pour arriver à les lire en temps réel. Donc oui, non, c'est normal que ça devient encore moins fluide. Le non compressé, c'est un truc, non seulement ça prend énormément de place, et en plus c'est très 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 difficile d'arriver à charger dans la mémoire toutes les images. Il faut arriver en fait à trouver un bon compromis entre des images qui sont suffisamment compressées pour rentrer facilement dans la mémoire et faciles en même temps à décoder pour être fluide, donc pour que le processeur ne rame pas derrière la mémoire tampon qui doit charger les images. Vous comprenez ce principe-là? Autrement dit, c'est ici que vous allez pouvoir choisir un codec. Je vous conseille largement un codec spécialisé en post-production. Sur Apple, bien entendu, le ProRes s'impose. Et je vous conseille, bien entendu, le ProRes 422 classique si vous avez une bonne machine. Et carrément, je vous conseille vivement, franchement, si vous voulez carrément créer des médias proxy, rassurez-vous, votre export ne va pas se faire sur les médias optimisés, votre export va se faire sur les médias originaux. Vous pouvez carrément aller sur le proxy. Comme ça, vous faites des médias proxy, et si vraiment vous avez du mal à la lecture, ben vous utilisez un codec qui est très compressé, qui est proxy, d'où son nom l'indique, hein, pour avoir donc un temps réel plus ou moins facile à ce niveau-là. Hein, et ensuite, une fois que vous exportez, vous reprenez les rushs originaux, donc vous ne perdez pas en qualité. Retenez bien ça, le proxy vous permet de mettre une qualité intermédiaire pour votre travail, tout en pouvant exporter avec votre qualité originale. Votre qualité originale n'est pas sacrifiée. Bien entendu, ceux qui disposent des ordinateurs Windows vont me dire oui, mais alors moi, qu'est-ce que j'utilise puisque j'ai pas le 422? C'est très simple, allez vers le DNX HD. Ou ici, en l'occurrence, c'est pas du DNX HD, c'est une de ses déclinaisons. C'est un codec qui est fait par Avid. Avid, je vous en avais déjà parlé, donc Avid, créateur de Media Composer, qui est un codec prévu pour la post-production. Donc vraiment sous Windows, allez tous vers le DNX HD. C'est du tout comme le ProRes, ça repose sur la norme MJPEG. Je vous détaillerai tout ça dans mes podcasts. Donc ça vous permet directement d'accéder à un codec qui est en même temps assez compressé pour permettre aux images de se loader et en même temps assez simple au niveau des images pour que le processeur puisse décoder pas trop difficilement. Voilà, ça c'est le point. Et ensuite vous avez la résolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire choose automatically? Ça veut dire que là, il va automatiquement générer le média optimisé par rapport à votre timeline que vous avez configuré pour votre séquence. C'est-à-dire qu'il va encoder, par exemple, supposez vous avez un rush 5K que vous avez importé, vous avez configuré votre timeline en 1080p, il va réencoder le média optimisé en 1080p. Vous comprenez? Donc si vous restez sur original, il n'y a pas de disparition de la résolution. Il reste en résolution originale. Si vous faites half à moitié, quarter, un quart, etc. Et donc si vous faites 1/16, il divise par un 16e, donc il n'y a plus qu'un 16e de la résolution qui est conservé. Ne pas hésiter, vraiment, je vous garantis, ça va vous aider. Ne pas hésiter pour votre montage, en tout cas, à aller vers le 422 proxy et faire 1/16 si vous avez du mal à avoir un fluide. Je vous rappelle, il est capital pour un montage d'avoir quelque chose de fluide.
Alors après, évidemment, pour un étalonnage, là, il est moins important d'avoir quelque chose de fluide, mais quelque chose de plus défini. À ce moment-là, c'est facile. Ce que vous faites, c'est très simple. Regardez, vous revenez sur la page Edit, vous allez dans le menu de dessus, Playback, et vous allez sur, voilà, Delete Optimized Media, ce qui vous permettra directement, avant votre étalonnage, de récupérer vos rushs originaux dans votre timeline. Et ça vous permettra de travailler sur la résolution originale dans votre montage. Et bien entendu, vous avez ici l'option qui est à cocher, qui est Use Optimized Media if available, c'est-à-dire que Resolve va travailler sur vos médias optimisés si vous les avez enclenchés. Donc en fait, dans Resolve, les médias optimisés fonctionnent comme les médias proxy dans Final Cut Pro 10. Ça va ça pour vous? Voilà, j'espère que c'est clair. Vraiment, les médias optimisés à utiliser sans modération si vous désirez une timeline fluide. Un point que je voulais rapidement aborder également, l'image scaling. Vous avez la possibilité, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle que si vous utilisez par exemple des mélanges de formats, des mélanges de résolution, etc., dans une même timeline, il va devoir in real time upscaler et retravailler donc sur ces rushs, ce qui peut nuire aux performances. Pensez à cocher ici la petite option Use Optimized Sizing for Proxy Mode, c'est-à-dire qu'il va baisser la résolution et ne pas faire des algorithmes trop complexes pour pouvoir vous conserver une lecture fluide. Ça peut vous aider considérablement aussi afin d'avoir un Resolve convenablement optimisé. Alors, ça c'est un détail. Il y a aussi un point sur lequel je voulais absolument insister. J'ai vu que sur les groupes Facebook, il y en avait pas mal qui demandaient oui, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer nos rendus dans Resolve? Ça, c'est un point très intéressant. Parce qu'effectivement, de base, dans Resolve, avec les options classiques enclenchées, vous n'avez pas de moyen de voir au niveau de votre compositing de votre timeline, de la complexité de votre timeline, où en sont les rendus. Est-ce que Resolve peut afficher en temps réel? Effectivement, c'est pas affiché de base. Alors, je vais revenir là-dessus, et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plan, ici, que je vais dupliquer, et dont je vais faire un peu un effet à la Rémi Devez, en fait, à savoir l'excellent formateur YouTube Rémi Devez sur Final Cut Pro, que vous connaissez peut-être, pour faire ces effets Bleach Bypass, à savoir, donc je vais placer une image ici au-dessus, je vais complètement la désaturer, voilà, et je vais passer ici en Add. Voilà, ça peut vous faire comme ça une image un peu style cinéma. Vous voyez, un peu désaturé, un peu style cinéma. Et on peut jouer après sur l'opacité pour faire quelque chose d'un peu plus modéré. Voilà. Alors, vous l'avez facilement deviné. Là, à ce moment-là, eh ben, Resolve, évidemment, vous allez voir ça tout de suite. Évidemment, il va avoir plus de mal à réaliser, donc à calculer en temps réel, parce qu'il a besoin évidemment de faire un rendu. On ne l'a pas vu ici parce que l'option Render Cache n'est pas active. Regardez ici, nous allons aller dans Playback, et vous avez ici une option qui s'appelle Render Cache. Regardez ici, Render Cache est par défaut sur None. Vous allez donc utiliser Smart par exemple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais faire la même action que ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, hop, voilà. Là maintenant, j'ai une barre rouge ici qui va s'activer. Et vous allez voir que en Smart, c'est-à-dire qu'il va appliquer le rendu automatiquement dès que je ne touche à plus rien. Vous allez voir, regardez, hop. On va attendre quelques secondes. Voilà, regardez, il commence à activer. Voilà, il a fait le rendu. Et là, vous avez votre timeline qui est rendue. Hein, ici, vous comprenez? Donc là, il peut le lire en temps réel. Sans problème. Voilà. En fait, donc, vous comprenez? Donc ça, c'est essentiel. Je vous conseille vraiment d'avoir cette option cochée. Bien entendu, alors une fois que le render cache, le rendu de timeline est effectif, eh bien, il vous suffit de revenir ici dans render cache, hein, et vous pouvez par exemple diletter, donc supprimer tous les rendus et tout refaire si par exemple vous voulez refaire des effets assez complexes et que vous n'avez pas envie nécessairement qu'il refasse un rendu d'une seule chose à la fois progressivement. Voilà, all, et regardez, hein, voilà, on va faire yes, et hop, voilà, de nouveau, c'est reparti. Voilà, et regardez, je reviens dessus et hop, c'est de nouveau rouge. Voilà, donc ça veut dire donc qu'il n'a pas encore effectué le rendu. Vous allez voir, voilà, il va l'effectuer, tout simplement, parce que je suis en Smart. Le Smart, c'est le plus facile. Vous pouvez aussi passer sur le User, hein, donc à savoir Render Cache User, et là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est vous qui décidez, avec Pomme R, quand est-ce que vous faites le rendu de tout. Alors, attention, évidemment, pour ne pas se retrouver piégé avec le fait que vos rendus apparaissent dans un format, un codec, qui est plus difficile à décoder que les rushs que vous avez importés. Ne pas oublier non plus, lorsque vous allez dans les Master Project Settings, plus précisément les General Options, ici, voilà, vous avez regardé ici, Cache Frame. La Cache Frame ici, moi, il me les rend en ProRes 422 HQ.
voyez, ça veut dire donc il va donc utiliser ici hein, le ProRes 422HQ. Vous pouvez très bien utiliser un autre codec, hein, comme le DNxHD sous Windows ou le DNxHR. Hein. Voilà, je vous conseille vivement le DNxHR sous Windows. Hein, et donc voilà, et alors à ce moment-là, vous récupérez vos rendus en ProRes. Vous pouvez également, bien entendu, désactiver le rendu automatique, hein, Enable Background Caching after 5 seconds. Voilà, ça c'est le point principal. J'ai vu qu'il y en avait qui demandaient ça sur les réseaux sociaux. Donc au sujet des rendus dans Resolve. Voilà comment ça se gère. Donc ça se gère avec les render cache hein, dans les options, comme je viens de vous montrer. Voilà, donc ça vous permet directement de travailler avec votre compositing. Je crois que vous avez déjà ici une bonne introduction à la façon de bien configurer vos projets pour avoir une timeline fluide dans DaVinci Resolve. J'espère que ça a pu vous servir. Voilà, je pense que ce tuto était aussi indispensable à faire avant de passer aux options avancées, parce que lorsqu'on va toucher aux options avancées, on va commencer à avoir des méthodes de montage, des méthodes de travail assez complexes, donc qui vont nécessiter beaucoup de travail donc, pour optimiser votre rendu. Je crois que vous avez une très bonne vue ici de ce que vous pouvez arriver à faire pour obtenir un Resolve fluide. Encore une fois, s'il est toujours pas fluide même après ça, changez votre SSD, rajoutez du GPU. Vraiment, oui, Resolve nécessite beaucoup de ressources, hein, je le sais. C'est vrai que c'est un de ses défauts et c'est normal, hein, c'est un logiciel qui fait tout hein, pour l'instant, donc voilà, c'est normal. Voilà, j'espère que ce tuto générique vous a plu, qu'il a pu vous être instructif. N'hésitez pas à partager, encore une fois, n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous encore une fois pour tout le soutien que vous faites. Et les prochains tutos plus avancés vont arriver d'ici peu de temps. Laissez-moi juste terminer mon déménagement. Merci à tous encore une fois, merci. Et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.